Alors, il n'existe pas, à proprement parler, de Balthazar, roi mage noir dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, qui est le seul des évangiles à raconter l'histoire des mages, parle de mages venus d'Orient, venus adorer l'enfant Jésus et venus lui offrir des cadeaux, mais en aucun cas ne donne le nombre de mages, leur nom, ne parle de roi, et évidemment certainement pas de carnation de la peau. L'existence d'un roi mage noir du nom de Balthazar s'explique par une série de superpositions exégétiques à travers le temps qui se déroulent en 5 temps. Donc le premier temps, c'est de faire des mages des rois. Alors pour cela, ça se fait très tôt, dès le IIe siècle, notamment chez Tertullien. On associe le passage du Nouveau Testament à un psaume, le psaume 72, qui parle des rois qui vont venir adorer le Messie une fois né. Le deuxième point, celui du nombre, est fixé relativement rapidement aussi, dans la mesure où on ne sait pas combien il y a de mages, mais il y a 3 cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe. Dès lors, il semble assez logique qu'il y ait 3 mages, un mage par cadeau. Le troisième point, la question de la localisation, est en partie liée également au psaume 72, dans la mesure où le psaume 72 indique des noms de royaumes, pour les rois venus se prosterner devant le Messie, le royaume de Saba, le royaume de Séba, le royaume de Tarsis. Et donc on cherche à associer évidemment ces royaumes avec des lieux précis, ce qui n'est pas évident. Et il faut savoir aussi que la tentation est grande d'essayer d'élargir en fait les origines des mages pour universaliser encore plus l'adoration de l'enfant Jésus. Donc Augustin va proposer par exemple que les mages viennent des 4 points cardinaux, ce qui contredit un des rares points qui est vraiment précis dans l'évangile de Matthieu, les mages qui viennent d'Orient, donc ça fonctionne guère. C'est plutôt l'analyse de Jérôme de Stridon qui va être retenue, à savoir l'analogie entre 3 mages, les 3 fils de Noé, qui représentent du coup l'ensemble de l'humanité. Donc le 4e point, ce sont les noms. Les noms apparaissent assez tôt dans la chronique alexandrine en grec qui date de la fin du 4e, début du 5e siècle, qui est perdue, que l'on retrouve ensuite au 8e siècle dans une chronique mérovingienne. Et donc ils sont fixés, Gaspard, Balthazar, Melchior, ils seront ensuite repris dans la tradition. Donc la question enfin de la carnation des rois mages est posée pour la première fois au 8e siècle dans l'ouvrage du Pseudo-Bède, donc autrefois attribué à Bède le Vénérable, Collectanea et Flores, où celui-ci donc va associer les mages à un certain nombre de qualités, mais également à des couleurs. Donc Melchior est qualifié de albo, donc blanc. Gaspard est qualifié de rubicundus, rouge, et donc Balthazar est lui qualifié de fuscus, littéralement sombre. Donc c'est un terme qui peut susciter la controverse, mais progressivement, dans les exégèses suivantes, le terme de fuscus sera remplacé par niger, noir, ce qui là, évidemment, ne suscite plus du tout le moindre doute sur la qualité de la couleur de la peau de Balthazar. Alors la tradition scripturaire d'un roi mage noir se fixe progressivement en Occident au fil des siècles, mais les premières représentations picturales d'un Balthazar noir sont relativement tardives, dans la fin de la première moitié du XVe siècle, particulièrement dans le Saint-Empire romain germanique, mais à partir de là, elles vont se diffuser extrêmement rapidement dans toute l'Europe, vers le sud en particulier. Avec le paradoxe que de plus en plus de scènes sont représentées, de Balthazar noir sont représentées à partir de modèles vivants, et ces modèles vivants, donc de rois mages, sont généralement en fait les premières victimes de la traite transatlantique ramenée donc en Espagne au début du XVIe siècle. Alors il y a tout un faisceau d'explications qui permettent de comprendre l'apparition à cette période-là et dans cet endroit précis des premières représentations d'un Balthazar noir. Le premier élément, c'est la prétendue existence à Cologne dans le Saint-Empire des reliques des rois mages qui sont remontées d'Italie quelques siècles plus tôt. La réévaluation également de la couleur noire, notamment dans l'héraldique, qui est désormais largement valorisée. À ça s'ajoute la publication au XIVe siècle, dans le dernier tiers du XIVe siècle, de 2 ouvrages qui sont très lus. L'ouvrage de Johann von Hildesheim, Historia Trium Regum, et également les voyages de Jean de Mandeville, qui tous les deux rappellent l'existence d'un roi mage noir, et donc qui suscite évidemment un certain engouement.
Et le dernier élément, en fait, c'est une meilleure connaissance de l'Éthiopie, une connaissance concrète qui s'est faite notamment au temps des croisades, et puis l'espoir donc qu'il existe en Éthiopie un royaume dit du prêtre Jean, qui était autrefois localisé en Asie, qui est désormais pensé comme étant en Éthiopie, qui puisse être un allié chrétien dans la reconquête de la Terre Sainte au terme d'une nouvelle croisade. Alors si on se concentre sur l'Occident chrétien, oui, très clairement, cette tradition d'un Balthazar noir est attestée, y compris dans les arts populaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans les marges de la chrétienté, et là on trouve quelques exemples, quelques manifestations intéressantes d'interpolation, de nouvelles interprétations. Premier exemple, au début du XVIIe siècle, le chroniqueur d'origine amérindien Felipe Guaman Poma de Ayala présente donc une chronique où il modifie assez clairement la donne. C'est Gaspard qui devient le mage noir, c'est Balthazar qui devient un mage espagnol, et Melchior devient un mage d'origine amérindienne. Donc ça traduit évidemment ici le souci d'intégrer l'Amérique dans cet universel des mages. Deuxième exemple parlant, les milieux religieux africains-américains. Alors il n'y a pas exactement de Balthazar's Pride dans les milieux religieux africains-américains comme pour d'autres personnages considérés comme africains, des personnages bibliques. En revanche, il y a eu des réinterprétations également de l'origine des rois mages, comme celle-ci qui est probablement la plus parlante, où Melchior trouve une origine chinoise, Gaspard une origine éthiopienne, et Balthazar une origine moyen-orientale. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'ici, il est manifeste que plus aucun des rois mages n'est associé à un lignage européen et blanc.